Bonjour Sandy, Bonjour Sohan. comment ça va? Ça va bien, je te remercie. Je suis tellement contente de te recevoir dans Invisible, mais vraiment, en plus, en tant que fan de sport, mais c'est la vérité. Pour moi, t'incarnes, et je suis pas la seule à le penser, vraiment la femme forte, puissante, qui a réussi dans un milieu compliqué, en étant une femme. Vraiment, on s'en est parlé un petit peu avant, on sait que c'est pas évident. Et pourtant, t'es là et tu dégages quelque chose d'extrêmement solaire, tu rayonnes, enfin, et je suis encore loin d'être la seule à le penser, donc je te dis pas ça gratuitement. Et c'est vrai que je me suis dit, une femme comme ça, qui a tellement d'aura, a forcément une histoire, parce que tu peux pas être autant rayonnante, autant briller, et, euh, et je sais pas, et être comme ça à 100%. Pour moi, il y a quelque chose en toi, et il fallait que je creuse, et c'est pour ça que je suis hyper contente de te recevoir ici, vraiment. Merci mille fois Sohan. Cette intro, elle me touche énormément. Tu vas me faire, tu me mets les larmes. Vraiment, Mais c'est la vérité. ça fait du bien, surtout entre femmes, Oui, c'est de vrai. se dire ce genre de truc. Ça vaut mille fois ce qu'un homme peut nous dire. Donc je te remercie. Bah, c'est sincère en tout cas. Merci. Et dans ce podcast, on parle de santé mentale, donc je reçois des personnalités qui s'installent à ta place et qui se livrent un petit peu sur leur combat invisible, d'où le nom invisible de ce podcast. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de santé mentale, et je connais pas ton histoire. Tu la racontes peu, tu as raconté quelques événements de ta vie, on va y revenir, mais c'est vrai que j'aimerais savoir, est-ce que le terme santé mentale évoque quelque chose en toi, dans ta vie? Il a évoqué quelque chose à 25 ans, quand, à quelques semaines de mon 25e anniversaire, je me lève un matin et j'ai qu'une envie, c'est de rester au lit et de pleurer sous ma couette. Ça fait une première journée, deuxième journée, troisième journée. Je ne veux qu'une chose, c'est de rester au lit et je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai une chape de plomb, j'arrive pas à respirer. Et j'ai l'impression que la montagne que je voyais, tu vois, au jour 1, au jour 4, en fait, la montagne, elle est vraiment extrêmement haute. Et elle est de plus en plus haute et je sais pas pourquoi. J'arrive pas à l'expliquer. Et je suis malheureuse. Après, au niveau contexte, je venais de me séparer avec quelqu'un avec qui ça faisait 5 ans. Donc j'ai déménagé de chez nous, je suis rentrée chez ma mère, j'ai quitté mon boulot que j'aimais pas pour vraiment faire ce que je voulais, c'était du journalisme. Et donc j'ai pas de boulot, j'ai pas de chéri et je suis rentrée chez ma mère. Bon. Du coup, effectivement, à 25 ans, tu te dis, bon, c'est peut-être les raisons pour lesquelles. Oui. Mais ça devait être quand même assez latent. Ça devait quand même être un truc que je portais peut-être un peu plus depuis mon enfance. Et donc, à 25 ans, j'en parle à ma mère et elle me dit, il faut qu'on aille voir le médecin, quoi. Et donc elle parle de médecin, elle parle pas de psy de Non. suite, parce qu'elle se dit pas que c'est un problème mental, elle dit peut-être que c'est un coup de fatigue, un surmenage ou trop Ouais, d'événements. elle sait pas trop vers qui se tourner parce que tu vois, à l'époque de nos parents, la génération de nos parents va pas forcément voir un psy tout de Oui. suite. La nôtre, un petit peu plus, et encore, c'était quand même encore tabou à 25 ans, donc je l'ai pas dit évidemment à mon entourage. Et donc, stupidement, elle m'emmène voir son médecin traitant, médecin de famille, vieux de la vieille, qui effectivement dit voilà, le contexte fait que, allez, un petit coup de down en ce moment, et donc il me file du Séroplex, donc c'est des antidépresseurs, Ça, c'est fou. à dose plutôt moyenne, tu vois, c'est même pas très faible. Et il me dit, vous inquiétez pas, dans 10 jours, ça ira mieux. Je passe 10 jours au lit. Le 11e jour, ça va mieux. Ça va mieux. Je respire normalement, j'ai des envies, j'ai envie de sortir un peu plus. Je reprends ma vie en main, je décide de partir vivre à San Francisco, ça va un petit peu mieux. Donc pendant 6 mois, je mets en fait un mouchoir dessus. Ouais. Donc je prends 6 mois d'antidépresseurs. Effectivement, ça va mieux. Je me retrouve moi, tu vois, c'est pas non plus hype. Un Mais, peu goût à la vie, tu oui, voilà, trouves des couleurs, exactement. quoi. Ouais. Et puis au bout de 6 mois, je me dis, bah ça va, tu vois. Moi, j'habitais, je crois, à San Francisco à ce moment-là. Et je rentre pour une opportunité de boulot, c'était pour rentrer, j'ai travaillé pour Eurosport, donc Ouais. vraiment, enfin, c'était super, j'étais hyper contente de rentrer. Je dis, bon, maintenant, ça suffit, les antidépresseurs, j'en ai plus besoin. Et donc, je me suis sevrée rapidement, le médecin m'a dit, bah voilà, un demi-comprimé, et puis après, au bout de 2-3 semaines, plus rien. Et là, tout revient. Parce que les antidépresseurs, c'est comme un pansement, et au final, le pansement est parti, mais la blessure, elle est encore là. Ouais, et c'est pire. Honnêtement, C'est pire. la vague de tristesse que je me reprends en pleine tronche, c'est pire encore. Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Là, j'ai un ami qui me dit, je vais voir quelqu'un, une petite dame, qui est une ancienne psy, qui continue, parce que je pense que c'est des gens passionnés, et qui continue à recevoir chez elle. Donc en plus, c'était pas un cabinet, c'était, tu vois, elle me recevait dans sa petite maison. Elle s'appelait Madame Potier, je l'embrasse, si elle me regarde, je l'aime trop. Et elle m'a un peu, je vais pas dire le mot sauver la vie, mais j'avais besoin de parler de tellement de choses que j'avais vécues dans mon enfance. Ouais, le divorce de mes parents à 9 ans, mon père qui s'est mis avec ma fille au père quand j'avais 9 ans, qui était comme ma grande sœur. Oh. Donc ouais, voilà. Donc ma mère malheureuse, un père absent.
En fait, et toutes mes premières histoires d'amour, j'essaie de trouver un papa de remplacement, quoi. Un repère. Ouais, un repère. Et donc, c'était pas du tout ce qu'il fallait, et donc je me plantais sur toutes mes histoires. Et ça, tu le savais ou est-ce que tu l'as gardé en toi, tu l'as enfoui pour pas que tu le ressentir et c'est ressorti à ce moment-là de ta vie parce qu'il y a eu ces changements, parce que tu avais un nouveau poste, parce que justement tu as arrêté les traitements, donc là tu ressentais toutes tes émotions. Est-ce que c'est comme un volcan ou est-ce que tu as enfoui ça? Elle a dû tirer le fil. Elle a tiré Ouais, le fil, ok. parce que moi je savais pas pourquoi, surtout tu vois, c'était assez soudain, moi jusqu'à 25 ans, mais en fait, à 9 ans, on m'a pas vraiment demandé mon avis quand mes parents décident de se séparer. Extrêmement malheureuse. Je passe une année, donc tu vois, donc je passe du CM2 la sixième catastrophique. J'ai 3 sur 20, 4 sur 20. Je fais que des stratégies pour que mes parents se remettent ensemble. Je pense que c'est ma faute déjà. Après, je me dis, bon, c'est pas ma faute qu'ils me le disent. Ils me disent, on s'aime plus, etc. Je trouve des stratégies pour qu'ils retombent amoureux. C'est tous les trucs que tu vois en série. Bien sûr. J'ai organisé le dîner aux chandelles, parce qu'ils habitaient encore plus ou moins ensemble. Et je croyais que j'avais quelque chose une carte à jouer. Et puis, du coup, c'était encore un échec. Et puis, vraiment, le jour où, effectivement, ma mère a déménagé avec nous, et que quelques mois plus tard, ma fille au père, qui avait 19 ans, est devenue la chérie de mon père. J'avais encore moins mon mot à dire et ça a été très compliqué. Donc là, en tant qu'enfant, on ne te demande pas ton avis, t'acceptes le truc. Et donc, je crois que j'ai vraiment mis un gros mouchoir pour continuer à avancer, quoi. J'avais une petite sœur à l'époque que j'ai essayé de protéger au maximum. Donc, j'ai pris tout dans la gueule en faisant la grande, quoi, surtout. Et donc tu fais cette psychothérapie. Ouais, Qui t'aide, 2 ans. Et au bout de 2 ans, tu te sens comment à ce moment-là? Ça va un peu mieux, je comprends un peu mieux les hommes, je comprends ma position vis-à-vis de mon père, je comprends la souffrance de ma mère. On n'en avait pas beaucoup parlé, donc je pose des questions. Je pose des questions à ma mère. Je m'éloigne un peu de mon père parce que je comprends que ça m'a fait du mal. Il le comprend à ce moment-là? Non. Est-ce que tu lui dis ou est-ce que tu n'arrives pas à lui dire? Il y a une pudeur. Je lui dis plusieurs années plus tard. D'accord. Et je lui fais une lettre. Quand je fais ma deuxième psychothérapie à 32 ans. Ok. J'en fais une deuxième. Parce que je fais que de la merde avec les hommes. Enfin, que de la merde, non. C'est que j'ai pas les bons repères, j'ai pas les bons codes. Je veux terriblement l'attention de l'homme avec qui je suis, et ça marche pas comme ça. Mon père jouait comme mon père ce héros, quoi, tu vois. Je l'idolâtrais. Il était incroyable, merveilleux, inatteignable, absent, tu vois. Don Juan, très beau. Et je le mettais sur un piédestal. Et moi, je cherchais la même chose. Donc moi, j'allais que sur des pilotes automobiles, sur un pilote d'hélicoptère, sur des mecs qui avaient des métiers un peu impressionnants, Ouais. mais des métiers passion. Oui. Ce qui veut dire que moi, j'étais la deuxième passion. Donc ça collait pas. Et donc du coup, j'étais hyper malheureuse. C'est-à-dire que je trouvais un mec qui, waouh, tu vois, j'en prenais plein les yeux, ils avaient des métiers à risque, c'était, tu vois. Et j'avais besoin de les idolâtrer, mais j'avais besoin de leur attention et j'avais pas leur œil et j'avais pas l'amour que je voulais. Et donc que de la plantade, quoi. Le dernier, c'est un Italien, vice-champion du monde de kayak. On se rencontre, je rate un avion, je travaille pour Eurosport, je rate un avion, on se rencontre à ce moment-là. C'est l'amour fou. Pendant 3 ans et demi, je fais des allers-retours à Paris-Milan, donc autour de ma trentaine. Et il me quitte du jour au lendemain par mail pour les Jeux Olympiques de Rio 2016. Et là, je me reprends une grosse bâche, quoi. Tu fais un transfert avec ton enfance, avec le fait de... Ouais, je me dis, j'ai toujours pas guéri, c'était trop court les 2 ans, Bien tu vois. sûr. Et donc, je reprends rendez-vous avec un psy et je me dis, tiens, je devrais aller voir un homme cette fois-ci. Pour lui poser toutes les questions, je ne comprends pas les hommes, quoi, tu vois. Je me suis vraiment dit, il y a quelque chose... Ah, c'est drôle de raisonner comme ça, j'ai Ah ouais. jamais entendu ça. Ouais. Tu cherches un... D'accord, ok. Je me suis dit, tiens, avec Madame Potier, elle était plus dans la rondeur, dans l'enfance, dans Oui. ce que j'avais ressenti, la place au père, la place à la mère. Elle avait été exceptionnelle. Et ça, t'avais réglé. Enfin, tu savais. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que j'avais un peu... Première psychothérapie, c'est genre le constat. Ouais. On va dire des choses, tu vois, j'avais plein de rancœurs, et j'avais besoin de sortir tout ça. Et la deuxième phase, c'est bon, qu'est-ce que je peux faire pour trouver l'homme de ma vie, de pas faire les mêmes erreurs, de trouver quelqu'un qui me correspond mieux. Et comment marchent les hommes? Que pensent les hommes? C'est énorme. Et donc je suis allée voir un homme de 50 ans qui était papa de 3 enfants. Il s'appelait Philippe. Et je disais, mais Philippe, je comprends pas. Et je disais Alberto, tu vois. Et je disais, je comprends pas Alberto, tu vois. Et donc, j'avais besoin, et il est rentré dans ce jeu tu vois, le papa un peu. Et le confident, l'ami, c'était un super psy. Je l'ai vu pendant 2 ans. D'accord. Et j'ai rencontré mon mari pendant ma psychothérapie avec Philippe. C'est génial. Et donc, je lui dis, je crois que j'ai rencontré l'homme de ma vie. Alors lui, tu sais, en tant que psy, c'est genre, wow, tu sais, genre, Ouais. on va y aller mollo, tu vois.
Et je dis non, Philippe, là, je pense que... je crois que j'ai eu 3 ans. Je dis, je pense que c'est le bon. Et grâce à lui, en fait, il m'avait un peu, pas mis en garde, mais j'avais compris ce que je voulais, ce qu'il me fallait. Et en fait, il me fallait pas quelqu'un qui brille. Parce que, alors, en fait, finalement, celle qui brille, c'était moi, C'est avec mon métier. Bien sûr. Celui que je voulais faire. Et c'était moi qui avais pris le pouvoir, la place, Métier, etc. passion, etc. Oui, bien sûr, exactement. complètement. Et donc, j'ai pris quelqu'un qui est exceptionnel et qui n'a pas besoin de briller, qui est mon rock, qui est ma base. Et on a vraiment une symbiose extraordinaire parce que c'est un ancien rugbyman de haut niveau, donc il a le challenge, la compétition, etc. Il était capitaine de son équipe, mais c'était celui qui était plutôt underground. On venait le voir parce que c'était le rock. D'accord. C'était pas parce qu'il brillait, lui. Oui. Et c'est tout ce qu'il me fallait. Et c'est l'homme de ma vie depuis 9 ans. C'est très beau. C'était une évidence, quoi. Ah ouais. Et avec lui, est-ce que tu as réglé des choses par rapport à ton papa? Est-ce que tu as quand même recherché au début une sorte d'attention ou une sorte de... comme c'est le rock, est-ce que c'est par référence au fait que ton papa était le rock de ta famille? Alors, je vais te faire rire, mais la première fois que ma grand-mère et ma sœur ont rencontré Charles, donc mon mari, elles sont venues me voir après dans la cuisine, donc au bout de 10 minutes, on se dit, c'est le portrait craché de papa. Ah oui, d'accord. Ok. Jeune. Oui, d'accord. Genre, Charles ressemble à mon père quand il avait 20 ans. C'est très perturbant. Moi, je l'avais vu. D'accord. On s'est rencontrés en plus sur les réseaux sociaux. Parce qu'il avait une vie très active. Quand je faisais tour du monde tout le temps, j'avais pas le temps de rencontrer. Et donc, en fait, j'ai rencontré sur Tinder, il y a 9 ans. Ça a été, je te dis, le coup de foudre, l'homme de ma vie. On s'est rencontrés. Après, c'était changé 3-4 messages. On s'est vus la première fois, on est restés 6 heures ensemble. Le lendemain, je partais tourner pour Netflix à Los Angeles pendant 15 jours. Et on s'est eu au téléphone 7 heures par jour pendant 15 jours. C'était l'homme de ma vie, je le savais. D'accord. Je suis rentrée, il me dit, je suis en décalage horaire. Parce que du coup, je l'appelais la nuit pour lui, le jour pour moi. On a commencé notre histoire comme ça. C'était beaucoup de la voix. Je l'avais vu, on s'était pas embrassé. Mais je savais que c'était la personne faite pour moi. Enfin, c'était merveilleux. Et donc, je suis rentrée 1 semaine plus tard. Ça fait 1 semaine qu'on est physiquement ensemble. Je le présente à ma mère à ma grand-mère et ma sœur. Elle vient de me voir dans la cuisine en me disant, il ressemble à papa. Et je dis, ah, ouais, je sais. Mais c'est pas du tout le même à l'intérieur. Ouais. Mais c'est marrant. Donc, il y a quand même un sort de petit complexe de type quelque part. Mais il y en a toujours chez les femmes, enfin la plupart. Ouais. Tu recherches quand même toujours quelque chose. Enfin, tu vois, moi, mon mec, parfois, il fait un truc, je fais, on dirait mon père. Mais je l'aime pas parce qu'on dirait mon père. Mais parce que c'est vrai que je me dis, en fait, au fond de toi, tu recherches toujours quelque chose dans lequel tu as évolué. C'est ton éducation aussi, ta famille, ton papa, même s'il est parti. Là, c'est parti de toi et de l'histoire de ta vie. Il fait partie de toi. Ouais. Donc, des choses qui rassurent aussi, tu vois, des choses qu'on a aimées quand même. Bien on n'a pas tout détesté de nos parents, tu vois. Et mon père a été quelqu'un de très bien sur d'autres plans, tu vois, mais qui n'a pas été un bon mari, quoi. Et aujourd'hui, avec ton papa, les relations sont pas terribles. Je lui ai écrit, Philippe m'a proposé de lui faire une lettre, et j'étais déjà avec Charles. Une lettre où je lui disais tout ce que j'avais ressenti petite. Je lui ai envoyé. Et il n'a pas réagi comme j'aurais aimé qu'il réagisse. En fait, il m'a fermé la porte pendant 6 mois. Il m'a dit tout ce que j'avais écrit, c'était pas vrai. Et que mon psy m'avait monté la tête. Et donc, il a tout nié en bloc. C'était pas ce qu'il faut faire avec un enfant, en fait. Non. Même si c'est pas vrai, même si c'est pas les souvenirs que lui, il en a, ça, c'est moi ce que je ressens, si tu veux. Ça a été très dur pour moi. On s'est reparlé 6 mois plus tard, mais rien n'avait changé. Puis, ça a été un peu bancal pendant quelques années. Et puis là, depuis que j'ai ma fille, en fait, j'ai coupé les ponts pendant 2 ans. Et puis là, on se revoit un petit peu... voilà, à l'enterrement de ma grand-mère, un peu à Noël, mais ça reste sporadique et je le garde à distance, quoi. Je sais que ça me fait pas du bien. Et pourquoi le déclic avec ta fille? Pourquoi, quand ta fille est arrivée, t'as décidé de prendre de distance avec ton papa? Peut-être parce que je me sentais plus forte, tu vois, j'étais maman maintenant, et j'étais plus la petite fille, j'étais devenue maman. Et je pense que ma posture change aussi. Le fait d'être devenue maman, parce que c'est vrai qu'on le dit souvent, moi je suis pas encore maman, mais on me dit tu verras quand tu seras mère, tes priorités vont changer ou quelque chose en toi va se révéler et tu te bats pour ton enfant, pas que pour toi. Donc tu as une force inouïe et surhumaine quoi en toi. C'est ce que tu as ressenti? Tout à fait. Je me suis dit maintenant ma priorité c'est elle, mais vraiment, tout me passe par-dessus, vraiment. Ma priorité c'est elle, c'est ma famille. Et il peut se passer n'importe quoi, tu sais quoi, tant qu'elle est bien. Tout va bien. Et en fait, il fallait que je me protège moi pour être la meilleure version de moi-même pour elle. Et en fait, quand j'allais voir mon père, moi, pendant 1 semaine, j'étais en angoisse, j'avais la poule au ventre, j'avais pas envie d'y aller, j'y allais quand même parce que je me forçais parce que c'était mon père. Et donc, du coup, il a vu un petit peu et en fait, après, ça m'apportait rien de plus. Et voilà, ça reste mon papa, j'ai des très bons souvenirs avec lui. Je suis contente de le voir, mais je ne m'oblige à plus rien. Ça fait du bien. Ça te fait du bien. Tu te sens un peu, tu te sens libérée en fait. Il y a un poids qui est parti. T'as toujours voulu être maman? Non.
Non. Non, c'était ni oui ni non. D'accord. En fait, j'attendais que quelqu'un me donne envie. Ok. Je savais que c'était l'amour qui ferait que ça me donnerait envie d'avoir un bébé. Là où j'ai des amis qui disaient, mais moi, si je suis pas maman, tu vois, enfin, c'était vraiment un projet de vie. Je serais maman, elle jouait à la poupée, à la Barbie. Moi, non. Moi, j'étais plutôt garçon manqué. Tu vois, tous les trucs que je faisais avec mon père, motocross, jet ski, skateboard, tu vois, c'était la ride, quoi, tu vois. Donc, je ne pouvais pas forcément m'imaginer maman. Je m'imaginais pas non plus pas maman. D'accord. Mais je m'étais pas, tu vois, pareil, le mariage, je l'avais pas imaginé. J'étais pas la fille princesse. J'étais pas. Et je m'étais dit, c'est quelqu'un qui me fera ressentir ça. Et j'ai eu envie très très fortement d'avoir un bébé, d'avoir une famille avec Charles, mon mari. Et dans ton histoire, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de sang, enfin, qui ont eu de la dépression, qui ont eu de l'anxiété ou qui ont d'autres problèmes aussi, de l'anorexie, etc. Elles ont, à différents niveaux, il y a d'autres problèmes, mais elles ont peur aussi de devenir maman ou même père, parce qu'ils se disent, on a des problèmes personnels à régler avant de passer le cap. Est-ce que toi, tu as ressenti ça? Est-ce que tu t'es promis peut-être toi en te disant, je dois m'occuper de moi avant de m'occuper de quelqu'un d'autre? Non, parce que j'ai eu l'impression qu'en 10 ans, je l'avais fait. Tu vois, l'avais les 2 fait. psychothérapies faisaient que je me connaissais très bien. Ouais. J'avais réglé des choses avec moi. J'avais pris un peu de distance avec mon père, parce que la fameuse lettre que je lui envoie, je suis pas encore maman. Oui, c'est vrai. Donc j'avais l'impression d'avoir un peu nettoyé autour de moi ce que j'avais besoin de nettoyer. Et je me sentais vraiment prête à être maman. Après, moi, je me suis mis une énorme pression parce que ma mère est une maman exceptionnelle. On est très, très fusionnels, on est très, très, très proches, ma mère, ma sœur et moi. Et, euh, et je me rappelle être enceinte donc, de ma fille, quand j'ai su que c'était en plus une fille. J'ai dit à une de mes très bonnes amies, Émilie, je lui ai dit, tu sais, je me mets une énorme pression, j'espère aimer ma fille autant que ma mère m'a aimée. Et elle me dit, je te connais très bien, ça fait 40, enfin 20 ans que tu es mon amie. Je pense que tu seras encore une meilleure mère que ta mère. Elle m'a dit, tu es une boule d'amour, tu as de l'affection pour les gens, tu es quelqu'un de sincère, tu es très tactile, tu fais des câlins. Je sais pas pourquoi j'avais cette peur de... Ma mère était très très comme ça. Mais c'est vrai, mais elle a raison, je suis 15 fois plus que ma mère encore, quoi. Ouais. Ma fille, c'est ma raison de vivre. Ma fille, c'est tout. Ma fille, ça m'a vraiment, je suis devenue vraiment une bien meilleure version de moi-même. C'est vraiment incroyable ce qu'elle me fait ressentir. Et quand tu as eu ta fille, est-ce que professionnellement, ça a aussi changé quelque chose chez toi? Parce qu'on sait que les femmes dans notre milieu, notamment le tien, qui est en plus sportif, donc c'est encore plus compliqué, est-ce que tu as eu peur Alors non, je pense que ta priorité était, tu étais très heureuse d'avoir ton enfant, mais est-ce que tu avais cette crainte quand même en toi, en disant je suis dans un milieu où je sais que tout peut sauter, ou en plus là c'est un milieu très masculin, on va chercher la perfection, la jeunesse, je vais être maman maintenant. Est-ce que tu as eu cette crainte? Ou est-ce que tu t'es dit, ma vie perso quoi qu'il y ait, et vraiment ma vie pro, je m'en fiche quoi. Maintenant c'est mon bonheur avant tout. Non, je savais que j'allais pouvoir faire les deux. D'accord. Je savais vraiment que ça allait me détacher. Et tu sais, voilà, nous les filles, on doit faire attention, tu vois, comment on se tient, à quoi on ressemble, nos rides, notre look, notre poids. On se fait énormément, tu vois, enfin, on veut être au top au maximum et au top sur tous les sujets. Physique, pro, ta prépa, ton historique avec le sport, enfin voilà. Et en fait, je me suis dit, ça peut que me rendre meilleure. Et c'est vrai que ça m'a rendu meilleure. Pourquoi? Parce que j'ai lâché sur des trucs, c'est vraiment très futile, quoi. Comme quoi? Le droit à l'erreur, déjà. D'accord. Je me suis permis le droit à l'erreur, même si aujourd'hui ma prépa elle est encore extrêmement béton parce que c'est comme ça, tu vois. Au moins je me fais pas avoir. Mais en fait, je savais que ce qui allait me ramener, si jamais effectivement il y a un truc qui se passe mal, etc. Ce qui me ramène en fait à la nature de la vie, à la base, c'est ma fille. Donc en fait, si tu veux, je me suis sentie beaucoup plus forte. Mais tellement, pas au moment où j'étais enceinte, je savais pas trop, j'étais extrêmement heureuse de ce qui m'arrivait, j'ai continué à bosser jusqu'à 8 mois et demi, on m'a fait confiance parce que je disais, je suis hyper en forme. Après, bon, je faisais très attention, tu vois, à ma grossesse, Bien mais sûr. bien avant, je bois pas, je fume pas, je fais beaucoup de sport, j'avais un corps qui était prêt à accueillir ce bébé, donc j'étais prête et bon, après j'aurais pu aussi avoir un utérus qui faisait que je devais être alitée pendant 8 mois, mais au fur et à mesure, je disais, tiens, ah non, mais vous êtes enceinte, vous serez bien à 8 mois, mais aucun problème, tu vois. Mais moi, je dis, mais c'est aucun problème. Et donc, jusqu'à 8 mois et demi, j'ai mon gros bidou que je balade sur scène, sur les plateaux. J'ai adoré, j'ai adoré. 2 semaines plus tard, j'accouche et je suis un super accouchement. Et je repars au boulot. Je vais sûrement choquer. J'ai fait un peu une Rachida Dati. 3 semaines après, j'avais booké un événement. Mais ça voulait dire qu'il fallait que j'imagine qu'il n'était pas, tu vois, en chirurgie, enfin, que j'étais pas alitée, qu'il n'y avait pas eu de complications. 3 semaines après, je suis sur scène. Mais c'est génial. Moi, je trouve ça génial. Mais parce que je le sentais, tu vois, Ouais. et qu'on m'a fait confiance et que je me suis pas vraiment.
Le cerveau, il est bien fait parce qu'en fait, on m'a malheureusement déboîté la hanche à l'accouchement. T'es hyper lax avec la péridurale. Ok. On m'a fait un geste pour éviter l'épisiotomie et donc on me tire la jambe. Sauf qu'on me déboîte la hanche, on me la remet. Moi, je sens rien du tout parce que t'es hyper lax. Oui, Non, oui, non, j'ai d'accord. pas mal. Ouais, ok. Sauf qu'au bout de 2-3 jours où là, tu recommences à pouvoir marcher, moi, j'ai extrêmement mal au bassin. Et je connais mon corps par cœur. J'ai très mal, tu vois. Et malheureusement, parfois, les infirmières un peu condescendantes me disent ah, vous venez d'accoucher, madame. Jamais. J'ai quand même extrêmement mal. Je sens que je suis bancale. Je me sens pas bien. J'avais extrêmement mal. Tu connais ton corps. Pour le coup, toi, tu le connais par cœur. Exactement. Donc, Et elles m'ont pas fait confiance. Elles m'ont. Je pense qu'il y a des chochottes. Et c'était pas mon cas, tu vois. Et donc, je sors de l'hôpital. On sort, on amène ma petite à la maison. Et ma mère me dit je t'emmène chez l'ostéo. Il me voit marcher, en fait, de la salle d'attente. Et il me voit ma hanche est encore déboîtée. Il me dit, vous marchez quand même? Je dis, bah, j'ai pas le choix, j'ai un bébé de 5 jours. Et donc, j'ai fait 3 séances pour pouvoir remettre ma jambe, mais pendant genre 4-5 semaines, j'ai extrêmement mal et je boite. Et donc, du coup, j'avais très mal, j'avais beaucoup de mal à me lever. Et 3 semaines après, donc je suis encore en train de me faire manipuler par mon ostéo, je suis sur scène. Je leur ai dit, écoutez, je vais pas pouvoir faire plein d'allers-retours, j'ai mal. Donc, on met un siège, tu sais, haut de bas. Et donc, j'ai ma hanche posée, je suis bien. Mais je suis partie quelques heures dans la maison, tu vois. Je suis pas partie 2-3 semaines en tournage. Ça c'était hors de question. Ça, je savais que... Non, c'est sûr. Donc oui, je suis repartie au boulot, mais j'ai pas repris de lundi, vendredi, 9h, 20h, quoi. Jamais. Et l'exemple que tu donnes avec ta hanche, c'est tellement révélateur aussi de ton milieu, c'est que peu importe ce que tu as, tu souris. Et tu dois sourire. Et tu dois te présenter comme étant une femme forte, solaire, parce que la personne qui te regarde ou qui t'écoute, elle a pas envie de capter des émotions négatives. Donc en fait, t'as pas le choix. Tu peux être un clown triste. Enfin, un clown, t'es pas là pour faire rire, mais t'es là pour être talentueuse, faire ton métier, informer, divertir, apprendre, etc. Ouais. Dans ta vie, t'as traversé des moments difficiles, et pourtant tu travaillais en parallèle. Comment tu faisais à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui se passait? Quand t'arrivais, t'avais la caméra qui s'allumait, tu savais qu'il fallait sourire, faire ton job. Faut que j'arrête de dire sourire parce qu'en vrai, sourire, c'est pas faire ton job, c'est faire ton job tout court. On échange. D'échange. Ouais. Et c'est vrai que tu rentres chez toi et parfois tu peux pleurer. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? En fait, je me laisse pas le choix. Ok. Je me laisse pas le choix. Je suis payée pour ça. Je suis payée pour, comme tu dis, donner l'info, divertir, donner la meilleure version de moi-même. Et donc, la meilleure version de nous, c'est d'être au top. Et toujours prête. Et les métiers de représentation, tu vois, les actrices, les acteurs, les artistes, on a tous nos états d'âme, mais en fait, on n'a pas le choix. En fait, on se laisse pas le choix. Parce qu'en fait, si au bout de 2-3 fois, tu te laisses un peu aller, en fait, t'es vite remplacé, quoi. Mais j'ai toujours dû faire un peu semblant. En fait, souvent, j'ai été géo au Club Med quelques mois quand j'avais 19-20 ans. Et c'est vraiment ce que je ressens tous les jours. C'est que je suis une géo du Club Med au travail, quoi. C'est que peu importe mes états d'âme, j'ai mal dormi. En ce moment, je suis en PMA, je me fais des piqûres. J'arrive avec mes piqûres. Y a pas un frigo? Tu veux un coca? Non, j'ai un truc à mettre dans le frigo parce que c'est une piqûre pour mes hormones, tu vois. En plus, moi, j'en parle très librement, mais c'est une orga de merde. Mais c'est pas grave, tu vois. Enfin, c'est pas surtout, c'est surtout pas de subir ça, tu vois. Ils me prennent pour un événement, pour un truc, mais ils prennent le package Sandy. Et package Sandy, elle fait pas la tronche, elle fait pas la gueule, elle est pas triste, et c'est magic, quoi. Et en fait, c'est... Ou ça te dessert? Non. De quoi? D'être géoluclémène? Non. D'être pompé up même quand ça va pas. Ah bah ouais, en fait, ça te sort quand même. Vulgairement, on se sort les doigts. Ouais. Et en fait, ça va beaucoup mieux quelques heures. Je me mens même pas à moi-même. C'est qu'en fait, je switch mon cerveau. Et si j'ai envie de pleurer, je sais que le soir, quand je rentre, tu vois, je peux aller pleurer auprès de mon mari et je lui dis, ouais, c'était dur aujourd'hui. Et elle est là, la vulnérabilité, tu vois, il faut quand même qu'on l'accepte. Et chez moi, c'est pas toujours, c'est pas le pauvre. mais il aime cette vulnérabilité chez moi. Il se dit que c'est le seul à l'avoir, en fait, tu vois. Ouais. Et mes meilleurs amis, et ma mère et ma sœur, tu vois. Mais on est très humains. Je suis un robot dans le taf, ça c'est clair et net. Mais en plus, j'aime cette personnalité chez moi. J'aime bien mieux le côté solaire que le côté un peu... C'est même pas le côté dark, c'est le côté humain. C'est-à-dire, tu vois, je suis fatiguée aujourd'hui. Oh là là, j'ai pas envie du tout, tu vois, d'être sympa. Et encore ça, non, c'est pas vraiment d'être sympa, parce que je suis naturellement gentille, tu vois, et ça va. Mais c'est juste, waouh, j'ai eu que des mauvaises nouvelles. Enfin, j'ai eu 2 fausses couches l'année dernière.
dont une où j'étais sur un énorme plateau devant la presse internationale pour Alpine. Je suis habillée en blanc, je me rappelle, j'ai ce jean blanc, je suis habillée en blanc et en beige parce que c'est en plein été, l'année dernière au mois de mai, donc il y a un an. Et je fais une fausse couche. J'apprends 2 jours avant que le bébé à 8 semaines a lâché. Et 48 heures plus tard, je sais que je suis sur scène. Mais donc, je n'ai pas le temps d'expulser le fœtus, qui doit faire à peu près ça, tu vois. Donc, c'est quand même un gros caillot de sang qui s'est supposé sortir. Et je dis à mon gynéco, je fais comment? Dans 2 jours, je suis on a 4 lives dans la journée, la presse internationale, enfin, il y a tout le monde, tu vois, c'est du live partout dans le monde. Je suis habillée en blanc. En plus, tu vois, j'essaie de le faire rire. Et je lui dis, je fais comment? Il me dit, bon, vous continuez le traitement. Comme ça, au moins, on va essayer que l'utérus, tu vois, l'expulse pas. Et puis, bah, quand vous rentrez, bon, en plus, c'était à l'étranger. Quand vous rentrez, bah, vous passez sur billard, quoi. Et donc, je suis en pleine répétition. Et donc, j'ai l'anesthésiste au téléphone que je suis censée voir, mais je suis à l'étranger. On se fait une visio. Je lui dis, bah, voilà, je fume pas, je bois pas. Enfin, tu sais, un truc. Et il me demande une appli pour pouvoir prendre mon pouls, ma tension, etc. à distance. Et moi, on me dit, Sandy, plateau dans 10 minutes, hein. Ouais, j'arrive. Et là, t'es en train de prendre un rendez-vous avec un médecin qui va t'endormir pour qu'on t'enlève le bébé du 8 semaines qui est dans ton utérus. Je crois que ça, c'est la pire des... le pire moment, un des... Enfin, je sais pas les pires moments. Avant ma fille, j'ai perdu un petit garçon à 6 mois de grossesse. J'ai dû faire une interruption médicale de grossesse. Ça, c'était le pire moment de ma vie. Mais un moment compliqué sur scène où là, vraiment, t'as pas le droit de t'écouter, c'est bien celui-là, quoi. Et en plus, j'ai très peur que ça lâche quand même. C'est-à-dire que je suis en jean blanc et que si jamais là, ça sort, c'est le carnage. Mais t'imagines la force que tu dois avoir en toi à ce moment-là, en disant que tu dois rien laisser transparaître, que là maintenant, là il y a le boulot, il y a le perso, l'un ne doit pas empiéter sur l'autre, mais c'est une force en vrai surhumaine dans un moment comme ça. C'est un cardio immense. Quand tu rentres, t'es épuisé, quoi. Enfin, moralement, physiquement, c'est quand même des traumas. Ouais. C'est des traumas que t'as en toi. Et comment t'arrives à expulser ça d'une manière, enfin, je le dis de manière pas jolie, mais est-ce que quand tu rentres chez toi de cet événement, t'en parles à ton mari? Bien sûr, Ça de toute façon, t'arrive? j'ai mon mari beaucoup au téléphone, on est très connectés tout le temps. Il est D'accord. toujours, surtout dans un moment comme ça, il est très dispo. Je l'appelle avant le live, j'ai 45 minutes de live, je suis avec Zidane et Gasly qui arrivent sur le truc. Et tout ça. Enfin, c'est vraiment, en plus, c'est un gros truc, quoi, tu vois. Et en fait, de lui dire, lui, la seule personne qui est au courant, c'est mon gynéco, c'est l'anesthésiste qui m'opère dans 3 jours, et c'est mon mari, quoi. Et ma mère et ma soeur qui sont toujours dans la boucle, évidemment. Tu sais quoi, en fait, Alpine, ils ont pris Sandy Ribert, la pro, la journaliste, l'animatrice. Ils n'ont pas pris Sandy Ribert avec ses casseroles et ses problèmes de PMA. Donc en fait, je me laisse pas le choix, quoi. Donc là, je suis là, alors, tu vois, hop, je fais ça, comme ça. Ok, dans 2 jours, docteur, oui, je serai au bloc opératoire, clinique ça intéresse, d'accord, dans 2 jours. Et là, la nana du plateau vient te chercher, ça va? Ouais, ça va. Attends, je vais prendre un petit coup d'eau. Et hop, t'es parti. Voilà. Clomède. Et t'as été suivie, ou t'es suivie ou tu vois plus de psy? Non, je vois plus de psy. Même quand t'as perdu ton enfant à 6 mois de grossesse? Je suis allée voir quelqu'un quelques jours, mais qui me disait que j'arrivais, je sais pas, bizarrement, mais on a fait 2-3 protocoles, tu sais, c'était un psy un peu perché, tu sais, un truc un peu ésotérique, etc. Donc j'ai écrit une lettre à ce petit garçon, j'ai brûlé la lettre, j'ai envoyé un ballon dans le ciel, etc. J'avais besoin de... Ça t'a fait Et des je suis repartie voir une autre psy, alors elle qui est très spécialisée dans tout ce qui est grossesse, PMA, deuil périnatal, quand j'étais enceinte de Dune, parce que j'avais pas envie de lui filer toutes mes craintes et mes peurs, parce que forcément j'en avais, même si je m'étais dit, bon, celle-ci va bien se passer. En fait, j'ai réussi à switcher mon mood j'ai tellement galéré. Je pense que ça peut pas m'arriver, tu vois, 2 fois. Donc j'ai perdu le petit garçon. Après, j'ai fait un œuf clair. Donc c'est considéré fausse couche. Dune était ma 3e. Et souvent, on dit jamais 203. Et là, je dis non, ça sera pas l'adage pour moi. C'est que celle-ci, elle va bien se passer. Et j'ai une super grossesse, super accouchement. Mais je suis allée voir cette nana 3-4 fois, quand même, juste pour être sûre. Je dis, alors, je vais vous voir. Je pense que ça va. Mais j'ai pas du tout envie tu vois, elle porte tout ce que je ressens là. Et en fait, elle m'a validé le fait en disant non, vous avez bien digéré le petit garçon. Parce que je pense que tu te connais tellement au fur et à mesure de tout ce qui s'est passé dans ta vie. Peut-être. Et que avec toutes les épreuves, tu sais que à ce moment-là, tu as été comme ça pour telle raison. Après, tu as un peu flanché, puis après, voilà, tu sais que tu es comme ça. Je pense que ça t'a beaucoup aidé. Et que tu t'aides toi-même, tu as un peu ton médicament. C'est assez rare, toi, tu as des personnes qui sont comme ça. Je sais que mon père est comme ça, par exemple, ils se connaissent et physiquement et mentalement. Tu sais, tu connais tes limites et tu vois, ta hanche, tu sais que tu as un souci parce que tu te connais. Et je pense vraiment que c'est un cadeau que tu as, malgré tout ce qui peut se passer, qui est en toi et que tu dois préserver et que tu préserveras, c'est sûr. Et je pense que ça t'aide énormément. C'est hyper important de prendre le temps tu vois, de se mettre face au miroir, en fait.
Et il y a un truc que mon père disait toujours, c'est, tu sais, quand t'as fait tes devoirs, ou tu vois, il me disait souvent, tu sais quoi, tant que tu peux te regarder dans le miroir, donc ça voulait dire tant que tu te mens pas à toi-même, tout ira bien. Et ça, c'est un truc souvent, je me le répète souvent. Je me dis, tiens, si jamais, je le fais pas, hein, je me mets pas Ouais, devant le bien miroir, sûr. mais en fait, j'ai besoin d'être alignée et d'être honnête envers moi-même. Et ça passe par le fait de se connaître et de dire, oui, il y a des jours. Philippe, tu vois, il me disait très souvent, accueillez la tristesse de la séparation, accueillez la frustration de ça n'a pas marché avec ce mec-là, etc. Et donc, parce que moi, souvent, je voulais mettre un mouchoir dessus. Comme les femmes, on le fait assez souvent. Ouais. Euh, et dans mon métier, j'ai pas le temps et j'ai pas le choix de le faire certains jours. Je mettais un mouchoir. Et donc, tu vois, tu aplatis, aplatis, aplatis jusqu'en bas. Et après, c'est que de la merde. Et comme ça remonte, ça fait. Et donc, en fait, quand il y a un matin, si je me réveille mélancolique, avant où je partais courir, je prenais mon chien, etc., etc., je voulais pas que ça m'envahisse trop. Je mettais un mouchoir dessus, hop, je faisais quelque chose qui me faisait du bien, tu vois. Prendre un bain, aller voir une copine, prendre un café, aller courir. Beaucoup de sport me permettait. Et en fait, aujourd'hui, surtout avec tout ce que je vis là depuis 27 mois, avec toutes les déceptions de mes 2 fausses couches, les 4 inséminations qui marchent pas, les FIV, là, vaut mieux digérer avant de repartir. Parce qu'en fait, j'ai pas du tout envie que quand la grossesse, quand il y en aura une qui s'installera, quand enfin un petit bébé me choisira de nouveau, je veux pas lui donner tout ça. Donc en fait, j'ai besoin de gérer, ressentir, comprendre pour pouvoir continuer. Est-ce que c'est ton combat actuel Ouais, d'être maman une seconde fois? ouais. J'ai vu un post que tu avais mis sur Instagram, je l'avais vu quand tu l'avais posté et je l'avais trouvé extrêmement vrai, touchant et les mots que tu avais utilisés, c'était des mots de la vraie vie. En fait, vraiment, tu parlais factuellement de ce que tu ressentais, que c'était pas facile, mais que c'était comme ça et que tu allais être forte et que tu allais avancer. Et c'est vrai que c'est un long combat encore aujourd'hui, Ouais. tu as envie d'être maman et on se rend pas compte du processus que c'est. Toi, en tant que femme, c'est ça, c'est tu disais, tu devais t'injecter, tu avais des piqûres en fait à Ouais. faire. Ouais. Et c'est ton corps change, ton corps est fatigué, toi aussi tu as des choses à gérer, tu as un enfant maintenant aujourd'hui, tu as ta vie de famille, donc c'est conjugué avec tout ça. Et pourtant cet enfant, tu le veux. Ah Tu- ouais. Tu vas te battre. Mais jusqu'au bout. Et ça, c'est le mental des sportifs que tu vois, que je fréquente encore aujourd'hui et que j'ai fréquenté. S'il y a bien un truc que j'ai appris, c'est la résilience. C'est que tant que mon gynéco, il me dit pas, c'est épuisé là, Madame Héribert, il y a plus d'eux, tu vois, c'est plus possible. Tant qu'il m'a pas dit ça, je continue. Et je m'en fous de ce que je m'inflige, en fait. Je sais tellement le bonheur que c'est d'avoir un bébé. Et ma fille le veut, ce bébé, et mon mari le veut, et je le veux tellement que je m'infligerai tout ce qu'il faut. Et ton quotidien, ça se passe comment par exemple? Bah en fait, donc l'année dernière par exemple, j'ai fait 4 inséminations artificielles. Donc c'est tu te fais des piqûres pour stimuler tes ovaires, pour qu'ils Ouais. pour qu'ils produisent en fait des ovocytes. Normalement, c'est un ovocyte par cycle. Et en fait, donc au moment où tu t'injectes tous ces trucs pendant 15 jours, donc il y a 2 piqûres par soir, plus faut le faire plutôt à la même heure, un ovaire de l'autre côté. Alors tu te rappelles, enfin voilà, plus des médocs, plus des ovules que tu mets à l'intérieur, tu vois. Enfin voilà. C'est quand même un protocole assez long, en 15 jours. Ça te provoque, donc, tu vois, des sautes d'humeur. T'as les règles puissance 15, tu vois. T'es hyper fatigué. Donc, ouais, ton corps, il est pas bien. Enfin, moi, j'ai des bleus plein le ventre, j'ai le ventre gonflé. Et puis, plus la logistique de, oh putain, je pars 2-3 jours. Ok, il me faut cette piqûre-là. Ok, alors je prends l'avion, j'en ai pour 4 heures. J'appelle mon gynéco. Ah, ok, il faut mettre une poche de glace. Dès que vous arrivez, vous pouvez peut-être demander dans le frigo de l'avion. Mais quand tu pars, faut pas les oublier. Non, mais c'est hyper compliqué à gérer. Avec la vie surtout que je mène, tu vois. Bien sûr. Mais je le ferai 1000 fois, je vais continuer jusqu'à ce que ça marche. Et voilà, mais ouais, la logistique, la logistique est pas simple. Elle est parfois un petit peu cocasse, tu vois, mais je sais ce que je veux, quoi. Et ça, c'est un truc, je me battrai jusqu'au bout pour avoir ce bébé. Je le sais, en plus, je veux, et moi, je suis vachement dans l'attraction, tu vois, je l'imagine, je le vois, ce bébé, je nous vois tous les 4 avec notre chien, parce que c'est d'une menton que je ne dis pas Sydney, parce qu'on est 4 aujourd'hui, il y a mon mari, notre chien et Dune et moi. Et donc, on sera 5, une famille de 5 bientôt. Elle m'en parle beaucoup, c'est marrant parce que les 2 fausses couches que j'ai faites à 8 semaines et 6 semaines, elle savait qu'il y avait un bébé, quoi. C'est des éponges, les enfants, c'est le vrai truc, ouais. J'ai dit un bébé là. Et moi, je voulais pas lui faire de déception, tu vois. Je dis, bah, peut-être, tu sais pas, maman, elle travaille beaucoup avec papa. On travaille beaucoup, elle sait pas comment on fait les bébés, à 4 ans et demi. Mais tu sais, on travaille beaucoup avec papa pour faire ce bébé, on le veut, etc. Et souvent, je dis à ma fille, quand elle dort, je dis, merci de nous avoir choisis.
parce que je pense vraiment que les enfants nous choisissent. Et je sais que Dune nous a choisis. Elle fit parfaitement dans notre schéma familial. Elle est exceptionnelle. Et donc, je la remercie souvent de nous avoir choisis. Et c'est marrant parce que ça a dû rentrer dans son inconscient. Parce qu'un jour, elle est en train de faire un dessin. Elle me dit, maman, tu crois que je pourrais faire un dessin pour le bébé? Et on le met sur la terrasse et il va s'envoler dans la nuit. Et comme ça, en fait, il saura qu'il doit nous choisir maintenant. Je dis, comment ça, il nous choisit? Il dit, bah oui, c'est les bébés qui choisissent les parents, maman. Tu me l'as déjà dit? Je lui ai jamais dit en conscience. Elle est toujours endormie. Et elle dort profondément. Hein. Je pense que c'est rentré. Mais je crois et je trouve ça beau. Et c'est vrai ou c'est pas vrai, j'en sais rien. Mais moi, j'y crois. Mais c'est très très beau de penser comme ça. Ouais. Et ton soutien aujourd'hui, puisque je sais qu'il y a des jours qui peuvent être compliqués, enfin je sais, je l'ai jamais vécu, mais j'imagine, c'est ton mari, c'est ta maman, c'est ta sœur, c'est Dune, c'est Sydney, c'est ton socle. C'est mon socle, c'est tout mon socle. Ouais. C'est eux. C'est eux qui me donnent envie de faire tout ça. Ouais. Les proches, c'est dur parce que ils ont beau essayer de comprendre, c'est quand même très très personnel. Ouais. Je comprends que leur situation est compliquée. Même mon mari, hein, il m'a fait mes piqûres. Hein, parce que pendant une semaine, c'est un genre de stylo avec un truc assez fin. Et les derniers 7 jours, c'est pour contrôler l'ovulation. Donc, il faut l'arrêter pour qu'après, tu sois vraiment déclenché à une heure précise au moment où... Enfin, tu vois, c'est un protocole un peu relou. Tu as des échographies, des prises de sang. C'est très chiant, hein, quand même. Et donc, celle-ci, elle est grosse et elle est épaisse, tu vois. Et la première que j'ai faite de ma vie, celle-ci, j'étais... pas à la maison, j'ai cru tourner de l'œil. J'ai mis 50 minutes à la faire et je là, putain, ça fait pas une semaine que je me fais ça pour pas faire celle qui contrôle l'ovulation. J'étais là, puis avant j'ai appelé en FaceTime et j'ai dit chérie, il faut que je la fasse. Et donc il me parlait, j'étais là, et ça rentrait pas parce que tu dois vraiment planter dans la chair, tu vois, c'est vraiment, vraiment, c'est comme ça, c'est vraiment dur. Et je lui dis, demain je rentre et c'est toi qui me l'as fait. Et là, elle me dit, oh, tu sais comme j'aime pas les piqûres. Bon, je te raconte pas comme je l'ai enchaîné, mon mari. Je dis, quoi? Il me dit, non, mais je suis pas sûre d'arriver. Je fais, tu vas y arriver. Parce que moi, en fait, je vais pas pouvoir le faire toute seule. Donc voilà. Et donc maintenant, c'est devenu un truc. Il aime tellement pas les piqûres. Je me rappelle la première qu'il me fait, donc le lendemain. Il me regarde et elle m'a fait mal. Il se l'est mise dans le ventre après. Par amour. Il me regarde et il me dit, il avait plus de produit dedans, tu vois. Mais il se l'est fait. Et je l'ai regardé et j'ai pleuré. Et j'ai trouvé ça très très beau. C'était un geste qui m'a beaucoup beaucoup marqué. Et j'ai trouvé ça très beau. C'est magnifique. Enfin, ouais, c'est magnifique. Ouais. Franchement, je trouve ça trop beau. Mais ce qui est fou, c'est qu'en t'entendant, donc moi, je te connaissais pas du tout, je connaissais ce que tu faisais. Et il y a vraiment ce mot-là qui me vient, c'est résilience. Ouais. En fait, pour moi, t'es la femme forte qui a traversé des épreuves, qui traverse des épreuves, et pourtant, t'as ce sourire encore. Et tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais pourquoi tu mènes ces combats. Tu sais pourquoi tu les as menés. Et tu sais pourquoi t'es comme ça aujourd'hui. Tu sais pas ce que tu seras plus tard, mais t'espères être cette femme-là avec 2 enfants, Sydney et voilà, et ton compagnon, et Charles. Et vraiment, je trouve que c'est important de t'avoir et de t'avoir reçu parce que je trouve que c'est rare d'avoir des personnes dans ce métier qui parlent librement du fait qu'à 25 ans, elle a pris des antidépresseurs, qu'elle allait voir un psy, elle se mettait des piqûres, qu'elle a fait une fausse couche et qu'après elle parlait à Zidane. Enfin, je me dis, tout ça, c'est des gens qui normalement, on garde ça secret parce qu'on a honte, parce qu'on n'a pas envie. En fait, non. Parce qu'on a la preuve en face de nous que tu peux être une femme forte, ultra talentueuse, qui encore a des projets, mais dingues. Et on l'a vu encore aujourd'hui, tu es dans un projet fou. The Bridge, c'est un podcast incroyable aux côtés d'Aurélien Chouameni. Et je me dis, mais en fait, on a tous le droit d'avoir mal, on a tous le droit de le dire. Et pourtant, on peut être le lendemain on-set, sur scène, ou peu importe le travail qu'on fait avec le sourire et la force qu'on a. Et franchement, je te remercie parce que je trouve que tu véhicules une énergie qui est assez rare dans ce milieu et c'est même rassurant. Pour une fille comme moi, tu vois, qui bosse un peu dans le sport, à ma petite échelle. Mais vraiment, je me dis, putain quoi, enfin, ça y est, enfin, une personne humaine et je sais pas, vraiment merci. Ah, merci. Ah, vraiment, du fond du cœur. Merci. Et j'aimerais qu'on termine, c'est toi qui vas terminer. Comme on a commencé en parlant de santé mentale, les personnes qui écoutent ce podcast ou qui le regardent, c'est des messages que je reçois, c'est des personnes qui ont tous des parcours de vie un petit peu compliqués. Alors pas tous forcément, peut-être qu'ils connaissent quelqu'un ou qu'ils ont juste envie de découvrir et d'écouter. Mais je reçois des messages, voilà, c'est compliqué pour moi, ou j'ai traversé ça, ou etc. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes qui traversent un moment compliqué, peu importe lequel, en ce moment dans la vie? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Toi, avec ce que tu as vécu et ce que tu vis encore aujourd'hui. Je le dis assez souvent sur mes réseaux parce que tu sais, je partage la PMA, parce que je veux que la PMA devienne un projet bébé comme tous les autres. Je veux la normalité autour de la PMA. Moi, quand j'ai commencé à faire ce process,
je savais pas dans quoi je m'embarquais. Et j'aurais aimé que des femmes à qui je peux m'identifier en parlent, parce que je sais qu'il y en a plein dans notre milieu, tu vois, qui l'ont fait et qui n'en parlent pas. Et c'est une fois que j'ai commencé à en parler, des consoeurs que je ne nommerai pas, qui voulaient rester avec leur propre histoire, et elles ont tout à fait le droit. Mais qui disaient, tu sais, moi, bah voilà, ma fille ou ce garçon, c'était PM. Ah ouais. Et je me dis, putain, mais j'aurais aimé que ces personnes-là, mes références, mes idoles, tu vois, me disent que c'est dur, mais c'est ok, c'est normal, ça fera un bébé. C'est un projet bébé comme un autre. Et en fait, souvent, je dis, vous n'êtes pas seul. Et en fait, je me dis, effectivement, si on peut euh, s'identifier à mon combat en se disant, moi aussi, ça marchera comme elle, ou bah, moi, ça n'a toujours pas encore marché, hein, mais ça va marcher. Je veux leur donner la force, en fait. Je veux qu'elles se disent, putain, elle galère aussi, quoi. Et en fait, c'est ok que ce soit difficile, c'est ok d'avoir des meilleurs jours et c'est ok d'avoir des jours un peu moins bien. Et vous n'êtes pas seul, quoi. Et quand on a un moment de down, en fait, il faut se dire, bah, tant que, c'est ça, ça m'est arrivé, tant que t'as pas touché le fond de la piscine, parfois, il faut que tu ailles au fond de la piscine pour pouvoir remonter. Et en fait, quand tu es dans cette spirale, faut l'accepter, c'est ok. Et quand Philippe me disait, mon psy me disait, accueille, accueille, c'est pas grave, tu sais quoi, tu peux avoir 6 heures dans ta journée où tu es dans le bas, non? Et pleure, mets-toi la musique triste, enferme-toi, mais accueille le truc, c'est une émotion comme une autre. T'accueilles la tristesse, enfin tu vois, la joie, le bonheur, accueille la tristesse aussi. On est les deux, on est tout en fait, tu vois, et donc faut accepter ça, je pense. Merci beaucoup, Sandy. C'est une très belle conclusion, vraiment. Merci. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu.